Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je suis actuellement avec François-Pierre Lany. On attend encore un de nos intervenants qui est censé se connecter d'une seconde à l'autre et on pourra commencer. Je vous remercie chacun et chacune en attendant pour votre présence. Je vois quelques noms que je reconnais dans la liste, notamment ma famille que je salue, ma famille de juristes. Anne-Charlotte, bonjour, une vieille amie qui remonte à l'enfance. On est tous les deux devenus avocats et on se retrouve en webinaire 25 ans plus tard. Ça fait plaisir. On attend encore une petite minute ou deux pour les derniers inscrits qui puissent se connecter et pour l'autre présentateur qu'il puisse se connecter également. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Sinon, Thibaut, on peut commencer et Aurélien nous rejoindra. D'accord. Eh Voilà. bien, très bien. On va faire comme ça. Alors, encore une fois, bonjour à tous. On va se lancer. Ça fera venir les quelques retardataires et ça me laissera le temps de vous livrer quelques propos introductifs. Donc, bienvenue pour ce webinaire de rentrée. Le webinaire est un format qui marchait assez bien durant le confinement, mais on y a trouvé pour notre part beaucoup d'autres intérêts. Et donc, on va essayer de perpétuer un petit peu la tradition et on espère pouvoir en faire un avec vous à peu près tous les 15 jours. Et là, c'est le premier pour la rentrée. Je suis Thibaut Oudot. Je suis cofondateur avec Alexis Debord de l'organisme de formation SideQuest, qui est un organisme qui est dédié à la formation continue des professionnels du droit et qui vise à les aider à développer de nouvelles compétences. Le webinaire d'aujourd'hui, il sera consacré à la gestion de crise, qui est un thème que l'on a essayé d'aborder durant l'été, mais malheureusement, un des intervenants a été à la dernière minute appelé pour, dans le cadre de son métier, dans le cadre d'expert en gestion de crise, et n'a pas pu participer à l'événement. Et je suis malheureusement au regret de vous annoncer qu'on a encore aujourd'hui une absence. Et c'est un petit peu le problème avec cette profession qu'on va essayer de vous faire découvrir un petit peu, c'est que voilà, la crise n'attend pas, la crise n'est pas prévue. Et les crises sont difficilement prévisibles dans leurs effets, donc elles peuvent obliger à la mobilité. Donc voilà, la gestion de crise, pourquoi on a voulu vous parler un petit peu de ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui bien sûr est d'actualité avec la crise Covid qu'on a tous traversée et qui a impacté énormément de business, d'entreprises, également de professionnels du droit, en premier lieu de cabinets d'avocats, de notaires. Et la gestion de crise, ce qui est intéressant avec cette matière, en fait, c'est qu'elle peut s'adapter à un nombre potentiellement illimité de situations. Donc, si on apprend quelques réflexes, on peut les utiliser pour une crise sanitaire, par exemple, comme celle à laquelle on ferait face actuellement, mais on peut aussi utiliser ces réflexes pour des crises extrêmement variées. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, on vous donnera bien sûr quelques exemples. Donc pour ce webinaire, comme toujours, vous êtes en mesure de poser des questions normalement. Vous devez avoir un petit onglet questions quelque part sur votre écran qui s'affiche. Et je devrais pour ma part recevoir une notification si vous écrivez par le chat ou dans l'onglet des questions. Et on essaiera de répondre à l'ensemble de vos questions en direct ou peut-être pour certaines à la fin de la formation si elles sont plus générales. Mais en tout cas, voilà, nos webinaires se veulent toujours assez interactifs
Donc, n'hésitez pas. Si quelqu'un peut juste essayer de poser une petite question ou d'écrire dans le chat juste pour vérifier que ça fonctionne bien, je lui en serai très reconnaissant. Anne-Charlotte et Aurélien ont écrit, hein, Thibaut. D'accord, donc dans le chat, donc ce qui est bien, c'est que je ne reçois pas de notification. Bonjour Anne-Charlotte. Donc je ferai attention de bien suivre et de contrôler régulièrement le chat et les questions à ce compte-là. Et si nous avons Aurélien qui est connecté, je vais essayer de l'inviter sur scène. Voilà, Aurélien a dû recevoir une invitation et devrait nous rejoindre également comme présentateur. Donc voilà, aujourd'hui, un webinaire sur la gestion de crise. Comme on vous le disait, c'est assez intéressant parce que voilà, c'est quelque chose qui est reproductible sur plein de modèles. Et en fait, c'est une matière où le juriste, qu'il soit juriste en entreprise, qu'il soit avocat, peut avoir une très très grande valeur ajoutée et qui est dans une continuité assez logique de ses attributions et de son expertise habituelle, comme on va pouvoir vous le montrer un petit peu. Aurélien, c'est bien reçu. Voilà, bon, ben, on l'attend. Normalement, tu devrais pouvoir te connecter. Donc, avec nous ce soir, pour ce webinaire, nous devions avoir Vincent Face, qui était la personne qui, pour le coup, m'a formé, moi, sur les problématiques de gestion de crise. Voilà. Bonsoir, Aurélien. Bonjour à tous. On devait avoir Vincent Face, qui est directeur d'une société de niveau mondial qui traite de la gestion de crise. Et dans sa société, lui, il est plutôt engagé dans la formation et dans la préparation en amont des entreprises plutôt multinationales sur la gestion de crise. Et il a également tout un... Alors François Pierre, attention avec le micro qui est un petit peu bruyant. Essayez de pas trop le faire frotter ou de le couper quand tu bouges un petit peu trop. Ouais, je viens de déchirer un peu. Ok, merci. Oui, donc Vincent qui opère dans une entreprise qui forme les gens pour avoir ces compétences-là en interne, mais également qui intervient. Bon, on l'a perdu, donc on a perdu Thibaut, donc je vais reprendre la parole. Aurélien, vous m'entendez bien parfaitement, oui? Ok. On va se présenter. On va présenter les présents et ça attendra pour présenter l'absent. Donc, Aurélien et moi sommes avocats au sein du cabinet d'Arianic. Ah ouais, voilà, Thibaut, je faisais le relais. Oui, j'entendais en plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé, je ne suis pas encore un grand habitué de Livestorm. C'est la première fois qu'on l'utilise. Je vais en effet vous donner la parole pour vous présenter. Ce sera plus simple. Juste pour terminer sur Vincent, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Il intervient également, lui, en support quand il y a des gestions de crise dans les structures qu'il a formées ou non. Il intervient également pour aider ces personnes à mettre en place des cellules de crise et à avoir les bons réflexes dans l'instant. Et c'est assez intéressant. Ça aurait été assez intéressant d'avoir sa vision un petit peu opérationnelle, mais on pourra en parler sans lui. Mais il n'était pas, lui, à proprement parler juriste. Mais il avait l'habitude, dans ce milieu de la gestion de crise, de travailler en connexion et en coopération avec les juristes. Et par contre, on avait aussi invité François-Pierre Lany, avocat, et on a également ce soir Aurélien Caous, j'espère que je n'écorche pas ton nom de famille, qui s'est gentiment proposé de nous rejoindre un petit peu à la main levée et qui est lui aussi avocat. Ils font tous les deux partie du cabinet d'Arianic. Ils sont experts plutôt des nouvelles technologies. Je vais les laisser se présenter en quelques instants. Oui, rapidement pour tout le monde. Donc, nous sommes avocats dans un cabinet qui fait des nouvelles technologies au sens large, avec en ce moment des travaux importants
sur l'intelligence artificielle, mais également une activité qui s'est développée dernièrement, hein, puisque les premières fraudes qu'ont connues nos clients d'importance étaient des fraudes au président, mais ça s'est multiplié avec notamment des cas importants de ransomware, on en parlera tout à l'heure. Et Aurélien, qui a une formation d'avocat, en même temps une appétence plus particulière pour collaborer avec les services de gendarmerie, eh bien, aujourd'hui, nous assiste nos clients, parfois avec moi, mais avec une autonomie complète sur des problématiques de cybersécurité, voire de cybercriminalité, et donc gère tout un ensemble de dossiers, souvent en aval, c'est-à-dire après que l'incident est apparu, mais aussi en amont, puisqu'on fait partie de cellules de crise. On a monté d'ailleurs, chez certains de nos clients, des cellules de crise préventives qui sont en capacité d'intervenir rapidement. Voilà. Donc je pense qu'en termes de présentation, ça suffit, et je vois que certains d'entre vous d'ailleurs nous connaissent, et on salue amicalement une ancienne collaboratrice du cabinet, une de nos confrères qui est présente ce soir. Eh ben, merci à vous deux. Donc pour reprendre un peu sur le webinaire d'aujourd'hui, la différence avec nos webinaires habituels, on va essayer quelque chose cette fois-ci, c'est de faire avec vous un véritable cas pratique. On va commencer bien sûr par les échanges habituels qu'on a, qui sont plus sous la forme de l'interview. On pose un petit peu des questions à nos invités pour dégrossir un petit peu le thème, et c'est le moment où vous êtes tous invités évidemment à participer et à poser vos questions. Mais ensuite, on va essayer de faire un véritable cas pratique avec vous qui sera une simulation de gestion de crise. Et on a choisi comme thème ce soir, pour éviter de faire voilà, la crise Covid, de faire la simulation d'une cyberattaque dans un cabinet d'avocats. Donc, ça tombe très bien qu'on ait Aurélien avec nous ce soir, qui est familier de ces sujets un petit peu cybersécurité. Et je suis moi-même assez content qu'on parle de ça, parce que dans une autre vie, j'ai travaillé un petit peu sur ces questions juridiques de la cybersécurité, et je les ai toujours trouvées et je les trouve toujours assez passionnantes. Donc voilà, on déroulera avec vous un cas pratique. On essaiera de rendre un petit peu interactif, et on vous donnera du coup des techniques, des conseils pour aborder la gestion de crise d'une part, et puis au passage, on pourra peut-être en profiter pour vous rappeler quelques conseils assez rudimentaires en matière de cybersécurité pour limiter un petit peu les dégâts. Et je suis sûr que Aurélien et François-Pierre arriveront très bien à nous faire peur avec des cas qu'ils ont déjà vus, sans forcément nommer personne, mais ce sont des incidents qui malheureusement n'arrivent pas qu'aux autres, et qui peuvent avoir des impacts assez violents sur les entreprises. Donc voilà, on va se lancer. La première question qui, je ne vous le cache pas, je comptais plutôt poser à Vincent, mais je suis sûr qu'à nous trois, on va pouvoir s'en saisir. C'était dans la mesure où on s'adresse plutôt à des juristes qui sont pas forcément familiers du sujet. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu finalement de qu'est-ce que la gestion de crise, comment on peut la définir, et quels sont ses grands principes. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite me donner des éléments là-dessus? Oui, bien volontiers. Alors, la gestion de crise, c'est la capacité à s'organiser pour affronter la crise, la résorber si possible, et être en capacité de se protéger pour le futur, et
de lancer les actions contre les auteurs, s'ils sont identifiables, de cette crise. Alors, ça concerne toute crise, hein. La gestion de crise, c'est la Covid-19. Et là, vous me direz, on a un rôle réduit, les juristes, pas du tout. Et certains d'entre vous qui sont avocats ou juristes d'entreprise ont été extrêmement sollicités, voire ont monté pour la première fois des cellules de gestion de crise, ont été membres d'une cellule de gestion de crise. Donc, c'est toute crise. Alors, il est vrai que ce soir, on va faire un focus particulier sur des problématiques de cybersécurité, de cyberattaque, mais la gestion de crise, c'est toute crise, donc aussi bien alimentaire au sein d'une entreprise, d'origine épidémique d'un point de vue médical, d'origine informatique, et j'en passe et des meilleurs. Ça peut être aussi des problématiques de construction, des effondrements d'immeubles. Donc on voit bien que c'est global, mais on ne peut pas dire qu'on est préparé à toutes les situations, hein. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Quand on travaille sur la gestion de crise, on est incapable, au prétexte qu'on a été formé, de gérer ou d'être préparé à toutes les situations, mais c'est d'appliquer des bonnes règles, des bonnes pratiques qui permettent effectivement de s'adapter, de gérer avec la plus grande sérénité des crises, même les plus graves. Voilà. Donc c'est toutes sortes de crises, une méthodologie, une organisation, et pour permettre effectivement alors, j'aime pas le terme parce que c'est pas vrai, de faire face, sûrement pas. On l'a vu dans Covid-19, on ne peut pas faire face, mais on déroule une démarche qui permet de protéger au mieux les personnels, de protéger au mieux les investissements et de protéger au mieux les outils de production informatique compris. Voilà, c'est dans cette démarche-là qu'on peut parler de gestion de crise. Oui, alors en effet, moi, c'est les premières choses qu'on a essayé de m'apprendre, c'est que voilà, la gestion de crise, on m'a dit, c'est en 3 temps. C'est se préparer en amont, c'est être évidemment présent au moment de la crise, et c'est toujours ne pas s'arrêter là, mais agir après dans une idée de processus d'amélioration continue. La crise est toujours très riche d'enseignements, et il serait vraiment dommage de ne pas en tirer profit. Et voilà, et pour revenir rapidement, non seulement, en effet, il est impossible de se préparer à toutes les situations, mais en plus, ce serait une très mauvaise stratégie. Parce qu'on pourrait imaginer que voilà, avoir un scénario sur une attaque cyber, avoir un scénario sur une attaque bactériologique, sur une attaque terroriste, ça pourrait être une bonne idée, mais en fait, quand on s'enferme dans un scénario ou un autre, comme chaque crise est très différente et qu'il y aura forcément de l'aléa, on risque d'être complètement perdu. Parce que le scénario aurait divergé un petit peu de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est pourquoi que la gestion de crise, c'est des méthodologies, comme l'expliquait Pierre-François, qu'il faut apprendre, François-Pierre, pardon, excuse-moi, qu'il faut apprendre à mettre en place, et c'est obtenir des réflexes, avoir une certaine posture pour que le jour J, on puisse pas être serein, en effet, mais qu'on puisse avoir un petit peu de flegme pour affronter un problème. Donc, on va, maintenant que vous avez compris un petit peu vraiment les grands contours de la gestion de crise, on va parler un petit peu plus du rôle du juriste dans la gestion de crise. Autant le rôle que peut avoir le juriste en entreprise et
et bien sûr le rôle que peut avoir l'avocat. J'aimerais bien commencer avec le rôle de l'avocat. Si je peux vous donner la parole là-dessus, comment vous définiriez et pouvez-vous partager un petit peu vos expériences en ce qui concerne le rôle de l'avocat dans la gestion de crise? Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Je me chargerai de les diriger à nos invités ce soir. Oui, quelques généralités, et puis je laisserai la parole à Aurélien. Ce rôle de l'avocat, il rentre dans le séquencement que Thibaut a évoqué tout à l'heure. C'est avant la crise et d'une façon générale, comment on s'y prépare et qu'est-ce que fait l'avocat dans le cadre de cette préparation. Pendant la crise, qu'est-ce que fait l'avocat et surtout, et c'est là où on vient chercher sa valeur ajoutée, c'est après la crise, on a deux axes qui sont les enseignements de la crise et j'ai envie de dire, c'est le travail de l'entreprise dans lequel l'avocat a un rôle assez réduit, mais les actions qui doivent être lancées, les actions en responsabilité, les actions pénales, la gestion du sinistre auprès des assureurs, on y reviendra tout à l'heure. Donc, le rôle de l'avocat, il s'inscrit dans ces trois phases-là. C'est un rôle nouveau. Donc, alors, on va vous dire, les crises, c'est pas d'aujourd'hui, et c'est sûr. Mais l'avocat avait, tout comme le juriste d'ailleurs, une place extrêmement réduite qui était d'intervenir après la crise ou pendant la crise, et qui était de dire lancer les actions pénales, lancer les actions en responsabilité, faites-moi les recours auprès des assureurs. Et donc, on se limitait à ce rôle-là. Et les choses ont parfaitement évolué, puisque, et d'autres, en fait, compte, la prévention a pris une dimension juridique et l'avocat a pris une dimension, et tous les processus de mise en conformité sur la protection des données personnelles, le secret des affaires, la compliance d'une façon générale, ont permis ces nouveaux textes notamment et ces nouveaux comportements que l'avocat ou le juriste d'entreprise interviennent bien en amont. Voilà. Donc, sur ces trois phases, je vais laisser Aurélien parler, puisque... Oui, donc François-Pierre l'a abordé, il y a vraiment 3 temps d'intervention. Le premier temps, donc on est en amont de l'incident, donc là on est plus dans la prévention. En général, c'est le juriste de l'entreprise qui s'occupe de cette phase, sauf lorsque l'avocat est missionné dessus. Mais en général, ce sont des choses qui sont prévues en interne sans l'avocat et par le service juridique. Donc là, pour peu qu'on soit dans une structure qui ait déjà les moyens d'être formé, de faire face à ces conditions. Je parle de ce qu'on voit en général chez nos propres clients. Voilà, il y a tout ce qui est classique, qu'on connaît depuis des années, les chartes informatiques, la sensibilisation du personnel, la gestion des mots de passe, voilà, des choses un peu classiques qui sont maintenant bien entrées, on va dire, dans les pratiques et les mœurs. Nous, ce qu'on préconise en plus, c'est de vraiment mettre en place un processus de gestion de crise, parce on part du postulat que l'incident, la crise, sera toujours imprévu, on ne le verra jamais venir, et on n'en connaîtra jamais à l'avance la nature, donc on découvre un peu sur le tas. Donc l'utilité de prévoir ce processus est justement de cadrer au possible tous ces aléas, pour rester dans un cadre, et comme les délais sont très contraints, donc les délais de notification, ne serait-ce que les délais opérationnels, en général tout le monde s'affole et tout le monde veut aller vite, parfois trop vite, ce qui gêne. On a une petite coupure de micro, Aurélien. Donner les lignes directrices à suivre dès qu'un incident se produit.
On a raté une phrase ou deux. Il y a eu une petite coupure de micro. Si tu peux remonter au paragraphe précédent de ta réflexion. Oui, c'est moi qui coupe le son parce que je voulais me taire et j'ai tu. Ah, d'accord. Là, c'est bon, normalement. Il s'est tué tout seul cette fois-ci. Voilà, donc à quel moment, oui, je disais que voilà, les chartes informatiques, ce genre de choses qui sont très classiques, voilà, ça apporte pas grand-chose de plus dans les crises qu'on peut connaître aujourd'hui, la sensibilisation, même si c'est important, la sensibilisation du personnel, etc. Mais nous, on préconiserons un processus qui sera applicable de manière un peu générale à toutes les crises. Alors, ça se veut crise informatique, hein, avec les actions à prendre, les livrables, en tout cas les documents à rédiger, les informations à donner, à aller chercher, les interlocuteurs, évidemment, à qui s'adresser, comment, surtout qui saisir. Il faut avoir par exemple, le bon huissier sous la main, qui sache faire ce type de constat qui est très spécifique, accompagné d'un expert en cybersécurité pour le guider, hein, puisque l'huissier n'est évidemment pas un technicien. Voilà, dès lors qu'on met tout ce processus, qu'on prépare tout cela en avance, ça permettra de gagner beaucoup de temps lorsque l'incident se produira. Ça enlèvera aussi un niveau de stress à tout le monde. Voilà, tout est fait pour faciliter en fait la gestion de l'incident une fois qu'il sera produit. Donc tout ce qui est prévention, il y a évidemment aussi la revue contractuelle des contrats avec les fournisseurs dès lors qu'ils ont des obligations qui sont liées à votre sécurité. On pense en premier lieu à l'hébergeur, mais également à tous vos prestataires qui gèrent vos firewalls, qui paramètrent vos polices de sécurité, etc. Qu'ils aient de vraies obligations, qu'elles soient bien définies et qu'en cas de problème, qu'il y ait une véritable réparation avec un assureur derrière, etc. Donc c'est des choses qui peuvent paraître un peu classiques, mais qu'on ne retrouve pas toujours. Concrètement, juste, je rebondis là-dessus, c'est, on l'a compris, hein, habituer ceux en interne à se parler, à se connaître et à communiquer. Ça paraît d'une banalité incroyable, mais on l'a constaté, il y a souvent, parfois, la capacité de la DSI à parler avec la direction de la communication. Alors la DSI, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, direction des services informatiques, à parler avec la direction de la communication ou à parler avec la DRH. Et donc, leur dire que en préventif, il faut s'organiser, se connaître et huiler les process. C'est déjà la première chose que l'on fait. Et derrière tout ça, on leur dit, une fois que vous serez en gestion de crise, eh bien, vous devez avoir un certain nombre de réflexes. Effectivement, on regroupe les bonnes personnes au sein de la cellule de crise, pas trop de monde, les bonnes personnes, celles qui sont capables de prendre des décisions ou des actions et de dérouler des process qu'expliquait Aurélien tout à l'heure. Ces process se font à partir de fiches, hein, qui est de dire, suite à un incident informatique, quel qu'il soit, qui bloque la production en tant que telle ou une partie de la production, ou qu'il y ait une fuite de données, voici les bons réflexes qu'il faut avoir. Et puis, si c'est une crise alimentaire, eh bien, là aussi, on crée des fiches. Ça peut même aller jusqu'à la crise sociale, hein, qui est de dire, on a eu l'occasion de le faire pour un grand groupe de distribution et de grande surface. Eh bien, face à des piquets de grève qui bloquent l'activité soit de logistique, soit in fine de distribution, eh bien, on a des actions à prendre et vous avez besoin d'ailleurs souvent de l'aide des avocats dans les actions à prendre. Donc, voici les process. C'est ce travail-là que nous faisons en amont. Alors, deux petites questions. Pour vous, si on organise un petit peu en amont ces cellules de crise, si on reste dans le monde de l'entreprise, quelles sont pour vous les fonctions qui doivent absolument être représentées dans une cellule de crise? Et est-ce qu'il vous arrive, vous, de recommander un petit peu, voire même peut-être de planifier des exercices pour accompagner vos clients?
Alors, planifier des exercices, c'est pas nous qui sommes à l'initiative de la planification des exercices, hein, mais c'est un des processus d'ailleurs recommandés et qui sont mis en œuvre. Hein. On planifie des contrôles de l'autorité de contrôle de la CNIL, on simule des contrôles de l'autorité de la concurrence et donc on va simuler également des crises. Ce que l'on fait souvent, on nous demande notre avis sur effectivement la composition de la cellule de crise et celles et ceux qui doivent être autour de composer cette cellule. Donc on a participé. Qu'est-ce que l'on voit globalement? Évidemment, un membre de la direction générale avec la capacité de se relayer si la crise dure longtemps, c'est-à-dire jour et nuit. Souvent, parce qu'on est intervenu, nous, sur des gestions de crise assez célèbres cette année, d'ailleurs où on n'était pas présent dans la cellule de crise, mais on était mobilisé pendant la crise, week-end compris, où effectivement il s'agissait d'une fuite de données extrêmement importante. Et là, évidemment, il y avait le DSI ou son représentant, le responsable de la sécurité informatique, parce qu'il existait, la fonction existait dans cette grosse entreprise, mais également la DRH, la direction de la communication et l'agence de communication de crise qui avait choisi notre client, et nous avocats, prêts à recommander un certain nombre de bons réflexes de prévention de la preuve, mais aussi des décisions de notification ou pas. Et donc, on intervient dans la crise comme ça. Et donc, il fallait, par exemple, dans ce cas précis, que le DPO groupe soit mobilisé, mais également les DPO régionaux, notamment dans certains pays qui avaient été touchés par la fuite de données. Donc on voyait bien qu'il y avait une nécessité d'informer les salariés, de communiquer assez rapidement, puisqu'elles ne pouvaient pas rester secrètes, des stratégies de communication vis-à-vis des clients qui sont des clients extrêmement importants, avec des décisions qui sont prises avec l'agence de communication, la direction commerciale et marketing du groupe. Oui, parce que surtout pour des grands groupes tels que ceux que vous accompagnez, chaque mot compte et il faut absolument peser tout ce qui sort auprès du public, même auprès des salariés et des partenaires commerciaux, j'imagine. On peut peut-être s'attarder un petit peu sur un autre aspect qui est intéressant dans le rôle de l'avocat, qui est celui d'effectuer des recommandations concernant la sauvegarde de la preuve, parce que à l'issue d'une crise, comme on le disait, il va y avoir une suite, et dans ces suites, on aura sûrement envie de chercher à établir une responsabilité, qu'elle soit interne ou externe, soit pour chercher une indemnisation, une procédure judiciaire, soit simplement pour pouvoir se justifier d'un éventuel manquement qui ne serait pas de notre fait, parce qu'il faut bien comprendre que toute crise véhicule en elle-même un potentiel dommage réputationnel qui peut être très important. Donc si on veut faire toutes ces choses-là par la suite, si on veut pouvoir faire face à des enquêtes, des audits, des contre-audits, des expertises, si on veut pouvoir s'armer, il est très important de sauvegarder la preuve. On en parlait un petit peu tout à l'heure, la preuve qui peut être numérique. Mais dans l'absolu, comment ça se passe et quels sont les types de recommandations que vous donnez par rapport à la sauvegarde de la preuve? Aurélien, vous voulez prendre la parole? Alors évidemment, la sauvegarde de la preuve, c'est essentiel pour nous, puisque sans cela, il n'y a aucune action de possible, que ce soit pour des actions en défense,
si les autorités vous reprochent voilà, une négligence dans votre sécurité qui aura eu des répercussions sur le public ou je ne sais quoi, pour vous défendre également contre vos propres clients, mais aussi pour vous attaquer et aller demander des dommages d'intérêt. Alors, aux fraudeurs, en général, il n'est pas identifié, en tout cas dans les petites fraudes, en tout cas pas avec les moyens que les autorités mettent pour les petits incidents. Donc, il peut y avoir, au contraire, des responsables, mais qui sont contractuels, donc vos fournisseurs, etc., qui pourraient vous devoir des indemnisations. Mais pour tout ça, que ce soit pour la défense ou les réclamations, il faut de toute façon avoir des preuves. Et comme on est dans le numérique, il faut qu'il y ait des preuves qui présentent une certaine intégrité. Puisque dès lors qu'elles sont modifiées, qu'elles ne sont pas horodatées ou je ne sais quoi d'autre, la partie adverse pourra les contester en disant que mais elles ont été manipulées après l'incident, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Donc voilà pourquoi dans les livrables de la gestion de crise, il faut qu'il y ait déjà une liste de choses, d'informations à répertorier, à demander, des sauvegardes faites à froid sur un serveur ou un disque externe, de manière à figer le système au moment de l'incident sans qu'on ait rien touché. Parce que malheureusement, le premier réflexe qui est humain, c'est d'aller corriger l'incident et essayer d'arrêter l'intrusion ou en tout cas réparer la fuite de données. Mais si toutes ces manipulations sont faites sans avoir sauvegardé la preuve antérieurement, ça peut poser des problèmes ensuite dans la procédure et pendant l'expertise, s'il y en a une, de décider. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on insiste toujours sur cette sauvegarde de la preuve. C'est pour ça qu'on recommande l'intervention d'un huissier et d'un expert en cybersécurité dès l'incident. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir tout de suite les bons contacts sous la main. Ensuite, pour la plainte, on a plusieurs interlocuteurs. Il y a au niveau des autorités. Alors à Paris, les plaintes sont transmises à la section financière du parquet. Bon, ils sont un ou deux magistrats, quelques greffiers. On n'est pas sur des moyens de mesurer. Et ils s'adressent, eux, ensuite, on peut aussi s'adresser directement selon l'importance des incidents. Donc, soit au BEFTI, qui est la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, qui dépend de la préfecture de police, au C3N, donc le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la gendarmerie, qui fait pas mal de coups médiatiques dans la presse, qui communique bien en tout cas. Il y a également le SDLC, OCLCTIC, qu'on sollicite moins, qui est la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité, mais qui est plus une instance de veille et d'anticipation que de traitement des incidents. Et il y a évidemment l'ANSSI, particulièrement si vous êtes OIV ou SE, vous pouvez également solliciter leur aide. Alors, en deux mots, peut-être juste préciser pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ces régimes, on est quand même plus là dans les crises toujours qui ont plus une composante cyber. Est-ce que tu peux nous préciser un tout petit peu ce que c'est que l'ANSSI, en deux mots, ce que c'est qu'être un organisme d'importance vitale, qu'est-ce que c'est qu'un OSE, juste en deux mots pour que les personnes puissent comprendre. Alors en deux mots, l'ANSSI, c'est l'autorité qui est en charge de la sécurité informatique en France. Donc on est sur une autorité indépendante de l'État, qui est très active, qui donne même des conseils très pratiques, un peu comme la CNIL, qui se veut un peu proche des utilisateurs et des entreprises, qui peut donner des certifications. Il y a des conseils d'hygiène sécuritaire sur leur site. Plutôt bien fait, ils sont en général à l'écoute, ils sont en lien avec les CERT, les CERT, FR, etc., qui sont des centres qui concentrent les alertes de sécurité en tout cas sur les logiciels les plus connus. Voilà, donc, mais ça reste une autorité étatique en tout cas. Ensuite, sur les OIV et les OSE, alors l'OIV c'est opérateur d'importance vitale. C'est une catégorie d'opérateurs. Il y a des entreprises, il y a un peu de tout. Alors c'était de mémoire suite à une loi de programmation militaire où on a identifié les secteurs les plus sensibles pour la défense.
et ils sont tenus à des obligations de notification, des obligations minimales de sécurité. Et c'est cette législation française qui a inspiré l'Union européenne, qui, il y a 2-3 ans, je crois que c'est en 2017, qui a pris une directive dite NIS, donc Network Information Security, qui impose un minimum de sécurité dans toute l'Europe, ce qu'on appelle les FSN, les fournisseurs de services numériques. Donc là, il suffit de voir si on rentre dans les critères, donc c'est les critères de volume, etc. Et les fameux OSE, les opérateurs de services essentiels. Donc normalement, je vous apprends rien si vous l'êtes parce que vous êtes contacté par on est censé être au courant, parce qu'on est censé rendre des comptes. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que la France, pétrole, de la banque, voilà, tout ce qui peut être un peu sensible au niveau de la défense nationale. La France a toujours été pas mal moteur sur ces questions-là, comme elle a pu l'être par exemple sur la protection des données personnelles à l'époque avec la loi informatique et liberté, comme elle a pu être pour la création vraiment d'une espèce de gouvernance européenne en matière de cybersécurité. Et par exemple, sur la directive Nice, qu'elle a quand même pas mal instiguée, la France, il me semble, elle a décidé d'aller encore plus loin que les obligations minimales et jugé que des secteurs en France étaient essentiels à la nation, en fait, était essentiels au bon fonctionnement de la société. Et elle a étendu ça de mémoire aussi à des grandes chaînes de restauration, à des services pénitentiaires, à des services sanitaires, alors qu'elle n'était pas du tout obligée de le faire du fait du droit de cette directive transposée. On confirme, oui, effectivement, il y a une vision extensive de la France qui permet d'ailleurs à l'ANSSI d'intervenir en aide à des victimes d'actes de cybercriminalité, d'intervenir rapidement sur des grosses entreprises qui n'ont pas obligatoirement un service essentiel à la nation, mais des services importants avec des opérations importantes pour un nombre de clients français. Tu parlais par exemple, la restauration peut être considérée comme un service protégé et qui permet de lancer l'ANSSI sur certaines opérations de cybercriminalité, mais également des sociétés de services de tout genre, dont on sait que l'impact peut être extrêmement important pour ses clients si son système informatique est bloqué. Parce que derrière, voilà, la chaîne ne fonctionne plus. Merci beaucoup pour ces précisions. On va se dépêcher un petit peu. Je pense que les personnes sont impatientes de voir comment ça peut se passer de manière plus concrète avec notre petit cas pratique. Oui. Je vais juste, en quelques minutes, il y a peut-être dans les participants des personnes qui sont juristes en entreprise et peut-être des avocats qui seraient intéressés ou d'autres professionnels du droit qui seraient intéressés pour comprendre un petit peu ce que ça peut représenter. La gestion de crise, quand on est juriste en entreprise, c'est pas forcément très différent de ce que pourrait faire un avocat s'il était sollicité par une entreprise pour intervenir. Mais là, on est dans le cas où, plutôt dans les grosses structures où l'entreprise a les moyens comme vous l'expliquiez, d'organiser tout ça en amont et surtout en interne. Je peux vous en parler un petit peu parce que chez mon dernier employeur, qui était une multinationale du monde de l'aéronautique, j'étais juriste. J'étais pour le coup, je travaillais sur des questions qui étaient liées à l'environnement juridique de la cybersécurité. C'est pour ça que je me permets de rebondir un petit peu sur certains sujets d'aujourd'hui parce que pour une fois, je les maîtrise mieux que d'autres qu'on peut avoir parfois en webinaire. Et j'ai découvert la gestion de crise un petit peu par hasard. Cette entreprise proposait de nombreuses formations et c'est Vincent qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir qui m'a formé quand j'ai candidaté pour ces formations. Et c'était 2 jours de formation où voilà, on essayait de comprendre les grands mécanismes de la gestion de crise et comprendre ensuite les différents rôles que les personnes allaient pouvoir prendre justement dans la cellule de crise. Et c'est là que la différence se fait un petit peu avec le cabinet d'avocats qui sera toujours un petit peu
extérieure à l'entreprise. La cellule de crise, elle est vraiment au centre de l'entreprise et comme on en parlait, elle va représenter différentes fonctions essentielles. Et cette méthodologie de la gestion de crise, elle est pensée pour que, au moment où cette cellule de crise devait avoir à se former, il y a des rôles qui sont pré-identifiés, qui sont des rôles de coordinateur, de rapporteur, d'experts de différentes fonctions, pour que justement le jour où ça arrive, voilà, on soit le mieux préparé. Alors, on fait des formations et ensuite on s'entraîne. Et nous, il y avait à peu près 3 ou 4 exercices par an et qui pouvaient être vraiment, alors là, tout type de scénario, parce qu'encore une fois, c'est pas le scénario qui compte. On nous donne un scénario limite le plus incongru possible et on va voir comment nous, en gestion de crise, on arrive à réagir, quelles sont les informations qu'on demande, est-ce qu'on arrive en peu de temps à réussir à contacter les fonctions ou les autorités qu'on doit contacter, comment on va le faire, où est-ce qu'on va trouver les ressources. C'est ça qu'on veut essayer de voir. Donc, on avait des scénarios qui pouvaient aller de l'incendie à l'accident bactériologique ou chimique, comme disait François Pierre, sinon un bâtiment qui s'effondre, ça peut être une prise d'otage, une attaque terroriste ou une attaque cyber. Et par la suite, pour le coup, j'ai eu la chance, enfin si on peut appeler ça une chance, mais en tout cas l'opportunité de travailler sur des crises en direct. Et là, je peux vous parler un petit peu de ce que fait le juriste à ce moment-là. C'est assez intéressant. Toujours, bien sûr, dans une grosse structure qui en a les moyens. Le juriste, il va agir vraiment en focal point, en point de contact avec les autres membres du département juridique de l'entreprise. Un juriste, malgré ce que les gens qui ne sont pas juristes imaginent, il ne connaît pas le droit par cœur, il ne peut pas répondre à toutes les questions en direct et en plus, il vaut mieux éviter de répondre à toutes les questions en direct si on n'est pas certain dans le domaine juridique. Mais dans ce genre de situation, il va identifier quelles sont des problématiques juridiques et il va centraliser toutes ces difficultés juridiques et entre chaque point de situation, il va échanger justement avec les membres du département juridique étendu qui vont être concernés. Si ça traite de données personnelles, si ça traite de questions de sécurité, si ça traite de questions qui sont commerciales. Et ensuite, il y aura ces points d'étape qui peuvent avoir lieu en début de crise tous les quarts d'heure peut-être. Ensuite, au fur et à mesure que la crise avance, peut-être que ces points auront lieu tous les 2 heures, puis 2 fois par jour, puis toutes les 24 heures, un point, avec à chaque fois où on se donne des objectifs et des missions pour chacun, jusqu'au point suivant, puis 48 heures jusqu'à la fin de la gestion de crise. Donc c'est assez intéressant car on est amené à vraiment parler avec tout le monde dans l'entreprise et le juriste a une bonne position pour le faire parce qu'en général, il a une bonne vision d'ensemble de son entreprise. Et le juriste est quand même avec les réflexes qu'il est censé avoir d'un grand secours pour éviter que des décisions qui soient prises un petit peu dans l'urgence et dans l'émotion qui est quand même toujours présente dans ces situations qui peuvent être parfois très très graves, éviter de prendre des décisions qui pourraient sinon aggraver la situation, seraient susceptibles d'apporter des difficultés supplémentaires. Donc le juriste contrôle ces choses-là. Le juriste va aider quand il faut faire des communications à la presse ou aux employés. Il pourra alerter sur les notifications à opérer. Et là, par contre, souvent, on va solliciter en appui des experts techniques et des experts du type des cabinets d'avocats spécialisés dans un sujet ou un autre pour nous assister et pour nous aider. Et on va y revenir un peu plus en détail avec le cas pratique. Et voilà, en tant que juriste, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était cette vision vraiment d'ensemble, cette interactivité et le besoin d'avoir un petit peu la tête partout et de rapidement devoir trouver des ressources et un petit peu avec l'adrénaline qui est là dans ces moments-là. Peut-être qu'avant on a perdu François Pierre, j'imagine qu'il va se reconnecter d'un instant à l'autre. Peut-être Aurélien, tu peux nous donner toi ton sentiment de ce qui te plaît en tant qu'avocat dans la gestion de crise. Oui, alors nous, c'est quelque chose qu'on apprécie parce que là, on est vraiment parfois à la frontière du droit et de la technique.
Donc, on est parfois dans des champs qu'on ne connaît pas, donc l'informatique technique, d'un point de vue technique en tout cas. Donc voilà, on apprend nous-mêmes à demander dans nos missions d'expertise que l'on demande par requête, la sauvegarde des journaux, les logs, ce genre de choses, voilà, qui proviennent plus de la technique et qu'on apprend peu à peu. Et voilà, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce type de matière. Très bien. Bon, alors, si le public souhaite se manifester, a des questions, des observations, qu'il n'hésite pas à le faire. Sinon, on va passer, sans plus attendre, au cas pratique. Alors, donc, comme on l'a expliqué, la gestion de crise, c'est pas se préparer à une crise en particulier. Donc, les différents réflexes qu'on va avoir avec cette simulation aujourd'hui qui porte, pour rappel, sur la cyberattaque d'un cabinet d'avocats, les différents réflexes qu'on va essayer de vous transmettre pourraient potentiellement s'appliquer à toute autre crise qui aurait un impact financier, social, réputationnel sur l'entreprise d'un de vos clients ou peut-être directement sur vous, votre structure, ou si vous êtes juriste dans l'entreprise pour laquelle vous exercez. Donc, on vous a parlé de beaucoup de choses en termes de gestion de crise, de cellules de crise. On a bien conscience que tout ça, ça représente beaucoup de moyens. Et que si on réfléchit à l'échelle du cabinet, on n'a pas forcément évidemment tous ces moyens techniques ou organisationnels pour avoir une cellule de crise en interne. C'est pourquoi là, on part sur un cas pratique qui est justement plus modeste, une crise qui arriverait dans une structure où justement il n'y aurait pas tous ces moyens qui sont potentiellement assez considérables. Donc voilà, on va vous dérouler un petit peu le scénario. On essaiera de vous donner quelques conseils opérationnels que Vincent, s'il avait été présent, aurait pu vous donner dans la limite de notre expérience modeste. Et par contre, on pourra peut-être beaucoup plus s'étendre sur les réflexes juridiques. Alors, je vais essayer. Oui, j'ai des problèmes, je disparais de temps en temps. Voilà, mais donc bon. Je fais le nécessaire pour réapparaître à chaque fois. C'est toujours de courte durée pour l'instant, donc ça va. On va enchaîner sur le cas pratique. Je vais tenter de partager avec vous une présentation PowerPoint. Voilà. Est-ce que vous arrivez à la voir? Oui. Très bien. J'imagine que c'est pareil pour les spectateurs, mais s'il y a une difficulté technique également, n'hésitez pas à vous manifester. Alors voilà, le scénario, une simulation de crise, la cyberattaque d'un cabinet d'avocats. J'ai pris ce genre d'image très classique de ce que dans l'inconscient collectif, ce à quoi peut ressembler un hacker ou un pirate informatique qui agit dans l'ombre. Bon, c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est des amateurs qui utilisent des solutions qui sont assez faciles à se procurer. Des fois, une crise informatique, c'est aussi un accident. Des fois, c'est parfois des grands groupes qui sont très organisés. Donc voilà, c'est juste un petit peu pour vous montrer cette image classique de l'hacker qui, moi, personnellement, me fait toujours un petit peu sourire. Alors, mise en situation, on va parler de l'avant. Quel est le scénario que nous avons et quelle est la structure que nous avons? Il s'agit d'un cabinet d'avocats de taille moyenne, on va dire à peu près entre 5 et 10 personnes. Ce qui fait qu'il y a quand même à ce niveau-là nécessairement déjà des ressources informatiques en commun. Chaque associé, chaque collaborateur
a probablement son ordinateur personnel. Il y a sûrement des drives ou des serveurs de stockage partagés. Il y a sûrement un ou une assistante qui gère les plannings et les prises de rendez-vous, qui doit être également connecté à ce maillage informatique. Ensuite, on a une absence d'assurance spécifique. Ce cabinet n'est pas assuré pour les crises cyber. On en parlait un petit peu avant ce webinaire, François-Pierre. De ton impression, c'est quand même assez classique chez les avocats de ne pas avoir ce type de police, n'est-ce pas? Oui, alors la particularité des avocats, en France, hein, du moins, c'est effectivement de bénéficier d'une couverture d'assurance, essentiellement responsabilité civile, négociée par les barreaux français au travers de la CNB, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe tous les barreaux de France et qui leur permet en fin de compte d'oublier, de ne pas être vigilant sur la bonne couverture d'assurance, dommages qui pourraient leur être causés. Donc oui, les cabinets d'avocats en sus de cette RC professionnelle prennent une garantie IARD classique, hein, dommage aux biens, mais sans dimension de cyberattaque ou de cybercriminalité, ce qui fait qu'ils sont démunis pour, premièrement, être financés dans la gestion de la crise. Hein. Je rappelle que les polices cyber, on pourra l'évoquer dans le cas d'un autre webinaire, mais les polices cyber permettent de prendre en charge notamment le coût de la cellule de crise, hein, en tant que telle, de l'appel à des professionnels que sont les avocats, huissiers, experts que Aurélien citait tout à l'heure. La reconstitution des données que l'on n'a pas pu récupérer, donc c'est pas négligeable, avec l'intervention des prestataires, et donc l'assurance prend en charge ces prestations, mais éventuellement certains préjudices que le cabinet pourrait avoir, notamment de recours de tiers victimes de l'incident. Et donc, c'est une couverture dite cyber qui n'existe pas dans les cabinets d'avocats, et ceux-ci ont été alertés avec les incidents qui sont arrivés dernièrement à un cabinet mondial comme Clifford Chance, par exemple, ou d'autres. Voilà. Donc, souvent, très mal assurés sur le sujet. Bon, c'est pour ça qu'on a choisi ça comme situation. Ensuite, on va de manière assez classique, pareil, sur une petite structure comme ça, on va imaginer qu'il y a une absence totale de sensibilisation et de formation sur la gestion de crise, donc de manière incidente, qu'il n'y a pas non plus de procédure qui est établie en amont. Donc en gros, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et là, pareil, moi, de l'impression que j'ai, c'est assez commun dans les cabinets. C'est pas des choses qu'on apprend, c'est pas des choses qu'on trouve souvent en formation non plus. Non, alors non. Alors il y a des cas exceptionnels, je veux dire, comme le nôtre, par exemple. Alors on est plus que 10, puisqu'on est une trentaine aujourd'hui, mais on a des avocats qui sont dans la gestion de crise, qui fait que on pourrait assez vite s'organiser, même si ici au cabinet on n'a pas de procédure établie, mais être en capacité de
gérer la sérénité et d'avoir les bons réflexes, c'est assez facile pour nous. Mais ce n'est pas évident dans tous les cabinets d'avocats. On l'a vu d'ailleurs, un confrère victime d'actes malveillants sur les réseaux sociaux par des hackers a demandé notre assistance pour l'aider à résoudre sa difficulté. Donc effectivement, il n'y a aucune sensibilisation dans les cabinets d'avocats et c'est malheureusement pas un souci au sein des barreaux, alors que ça devrait l'être assez rapidement, puisque on sait que des attaques de cabinets d'avocats ont un effet terrible. Ça montre que la sécurité des données n'est pas bien gérée. Ça peut les rendre non opérationnels sur des dossiers. Pas de spoil, on va y revenir. Voilà. Et donc, la sensibilisation au niveau national, au niveau de chaque barreau, pourrait être une bonne idée. Et enfin, on va dire que ce cabinet aurait une conformité RGPD assez basique. On va dire qu'ils se sont soit intéressés au minimum à cette question, soit bon, c'est pas un secret. Il y a des cabinets de petite taille qui n'ont pas encore du tout touché à ces questions. Oui, alors là, c'est très les grosses structures organisées. Les cabinets spécialistes du domaine comme les nôtres se sont organisés, même avec des tailles moyennes. Mais le cabinet de Monsieur Tout-le-Monde, qui regroupe 2 ou 3 avocats avec 4 ou 5 ou 6 collaborateurs, ne s'est pas organisé pour être en conformité au RGPD. Ça, c'est une évidence incontestable. Et ça, on pourra voir que c'est également problématique et c'est un facteur aggravant parce que c'est pareil, il y aura une absence de préparation sur ces questions et le RGPD oblige un responsable de traitement à prendre des mesures pour venir un minimum protéger les données personnelles dont il est le garant. C'est de mémoire, c'est l'article 32, il me semble, mais voilà, il faut ça oblige une personne qui respecte bien le RGPD déjà de base à une meilleure cybersécurité parce qu'elle fait des choses pour protéger ses données. Et donc là, voilà, pour finir, cette personne-là, ce cabinet-là, pareil, comme quelqu'un qui n'est pas forcément très sensible à la technique ou à ces sujets, on va dire qu'elle n'a pas d'outils qui font que c'est très sécurisé. Elle va avoir une boîte mail chez un opérateur un petit peu lambda. Elle ne va pas spécialement chercher à chiffrer ses échanges, même ses emails les plus sensibles. Il n'y aura pas forcément de contrôle des accès, de contrôle des réseaux dans le cabinet outre mesure. Il n'y aura pas de système de sauvegarde automatique qui permettrait, en cas de difficulté, de pouvoir récupérer toutes les données sans encombre. Et ça, malheureusement, c'est aussi très, très répandu. Voilà, je ne sais pas si ouais, on a le micro qui est coupé, François-Pierre, mais Ah oui, je disais, c'est plus que très répandu, c'est clairement une règle générale. Voilà. Donc voilà, un état de fait qui est assez mauvais, on va dire, si on part sur un scénario de cybersécurité, mais qu'on se permet de partir de cet état-là, parce que on pense quand même que beaucoup de gens peuvent être concernés par l'une ou l'autre de ces l'un ou l'autre de ces manques, on va dire, dans son organisation. Alors, qu'est-ce que c'est la crise qu'on a imaginée? Cette crise, c'est un rançon logiciel, ou en anglais les ransomware, qui viendrait bloquer le cabinet. Donc, je ne sais pas si les gens présents qui nous suivent ce soir savent ce que c'est un rançon logiciel. On a vu passer ça un petit peu souvent. Je vous ai mis un petit gif qui clignote.
On a vu passer ça de plus en plus souvent dans la presse ces dernières années même. Mais voilà, Aurélien, expert sur les questions cyber, est-ce que tu peux nous donner une définition du ransomware et tant qu'à faire, une description du mode opératoire habituel des attaquants ou de ces produits malveillants? Oui, alors de manière très générale, il y a une intrusion dans votre système et le fraudeur va crypter l'ensemble de vos données, voire va vous les soustraire, et il va vous demander tout simplement une rançon à payer en échange. Alors il y a différentes variantes, mais ça c'est le cas, enfin c'est en tout cas les très communs à toutes les attaques de rançon logicielle. Il y a toujours, enfin en tout cas très souvent, une intrusion sur les serveurs. On remarque que un peu comme pour la fraude au président, les fraudeurs restent. Alors la fraude au président, on peut expliquer en 2 mots ce que c'est aussi. Je voulais y revenir, c'est vrai, après l'introduction. Ouais, la fraude au président. Alors initialement, c'était pas quelque chose qui était vraiment en cybersécurité. Le fraudeur appelle en général le service comptabilité pendant que les dirigeants ne sont pas là. Alors la veille de Noël, pendant les vacances, à un moment où la tension est moindre, il appelle la comptabilité, se fait passer pour un avocat, pour un commissaire aux comptes, demande à la comptable de faire un virement extrêmement important pour une opération qui pour le coup elle est réelle. En général, ce sont des grosses opérations de rachat de société, ce genre de choses. Et voilà, ils ont un tel pouvoir de manipulation qu'ils arrivent à convaincre le pauvre salarié qui tombe dessus et le virement est fait. Et en fait, il s'agissait évidemment d'une fraude. Donc l'entreprise peut voir sa trésorerie complètement siphonnée. Donc initialement, c'était pas forcément cyber, mais avec évidemment l'évolution des techniques. Un peu comme le ransomware, c'est à cela que je voulais venir. Il y a une intrusion dans vos systèmes et les fraudeurs peuvent rester là, tapis, pendant plusieurs mois et plusieurs années, à regarder vos échanges avec vos fournisseurs, vos clients, vos projets de rachat de société, par exemple, pour déterminer à quel moment agir. Donc ils sont très forts, hein, ils arrivent même à afficher exactement votre adresse email, il y a de l'usurpation d'identité, ils arrivent même comme ils sont là depuis longtemps, ils ont étudié les comportements, donc ils arrivent même à utiliser les surnoms que les collègues peuvent se donner entre eux. Voilà, c'est des fraudes qui sont très bien faites et très bien préparées en tout cas. Oui, ces gens-là, en général, ont recours à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale et vont pendant un bon moment surveiller les activités de votre entreprise, notamment sur les réseaux sociaux, surveiller les employés qu'ils auraient pu identifier, éventuellement les ajouter, prendre un maximum d'informations sur eux, sur l'entreprise, sur vos dossiers. Et ils peuvent prendre, comme tu l'expliquais, ils peuvent prendre beaucoup de temps avant de préparer leur attaque et dans le but que ce soit si sophistiqué, si bien fait, si familier qu'en fait on peut se laisser duper, même si on n'est pas particulièrement crédule, on peut très facilement se laisser duper par ces choses-là. Et donc le ransomware, il peut, juste pour rebondir là-dessus, il peut arriver chez vous de plusieurs façons. Il peut arriver en effet d'un seul coup par des personnes qui auraient infiltré vos systèmes depuis un petit moment et qui se sont dit à un instant T, bah voilà, maintenant on me bloque et on leur demande de payer une rançon. Mais il peut aussi être distribué de manière extrêmement large, un petit peu au petit bonheur la chance par des attaquants. Et là, vous allez juste recevoir un mail qui n'est pas forcément pour le coup très très personnalisé. Et l'erreur un petit peu bête qui peut arriver, ouvrir une pièce jointe qui n'était pas fiable, brancher une clé USB qui n'était pas fiable, scanner un QR code avec un portable professionnel qui n'était pas fiable, se connecter à un réseau avec son ordinateur professionnel qui n'était pas fiable, plein de petites choses comme ça en fait. Et donc le ransomware arrive et un beau matin, vous vous retrouvez avec un écran tout noir qui va vous dire l'ensemble de vos données ont été cryptées.
il peut même arriver que les attaquants commencent à divulguer certains documents dans la presse ou sur Internet pour vous prouver qu'en effet, ils ont bien vos données et pour vous inciter à payer. Et ils vont vous demander en général de procéder à un paiement. Là, ils vous promettent de vous rendre l'ensemble de vos données en vous donnant une clé qui vous permettra de déchiffrer justement ces données. Promesse, on va en reparler, qui sera ou pas tenue et qui ne veut pas forcément dire qu'en plus, ils n'auront pas conservé une copie de vos données. Et ils vont vous demander de payer. La plupart du temps, ce sera avec des crypto-monnaies pour éviter tout traçage. Donc, voilà, souvent, la plus connue, c'est le Bitcoin. Et certains de ces… vous avez peut-être des exemples, vous, en tête, dans ce qui vous est arrivé dans vos dossiers, mais il y a des choses qui sont tellement sophistiquées que maintenant, des attaquants, ils ont des véritables hotlines où le jour où ça vous arrive, il y a un petit numéro de téléphone en dessous et vous pouvez téléphoner et on va vous répondre et on va vous guider pas à pas comme un excellent service client pour créer votre portefeuille Bitcoin et pour procéder au virement dans la plus grande normalité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça dans vos dossiers. Mais… Alors l'accueil téléphonique, non, mais des procédures étape par étape sous mode chat via WhatsApp notamment, oui. Hein, donc évidemment, ils ne vous laissent pas tout seul puisqu'ils ont un intérêt à ce que les versements soient faits le plus anonymement possible et donc vous donnent les procédures à suivre. Et ils arrivent à pointer le respect de votre part de chaque étape de la procédure. Hein. Donc, avec un ransomware ou à tout le moins un hacker, on joue évidemment au chat et à la souris. Hein. C'est je gagne du temps, je fais comme si je ne comprenais pas ce qui était demandé, je mets du temps à répondre, mais en face, ils ne sont pas dupes, hein, puisque ils savent parfaitement éviter, accélérer les ruses que l'on peut utiliser pour gagner du temps et essayer de sauvegarder le système, voire d'identifier les hackers. Donc, dans notre cas pratique, voilà, ce ransomware est tombé. L'impact sur le cabinet va être assez large, hein, on va imaginer. Le cabinet ne peut pas ouvrir. On peut même imaginer s'il y a des systèmes de contrôle électronique des accès. Les accès peuvent même complètement, littéralement, ne plus fonctionner. L'ensemble de vos logiciels seront bloqués de facturation, éventuellement de gestion d'agenda, éventuellement vos CRM pour gérer vos fichiers clients, les logiciels qui permettent de rédiger vos conclusions, vos drives, tout ça sera bloqué. Le cabinet ne peut bien sûr pas opérer dans ces conditions. Il y a une fuite probable de données personnelles parce que le système est corrompu, donc très probablement des données personnelles ont fuité. Et au-delà de ça, des données qui ne sont pas forcément personnelles au sens des textes, des données sensibles ou en tout cas protégées par la confidentialité relation client sont potentiellement ou certainement dans la nature. Comment réagir? Alors, on va essayer de prendre un petit peu, du coup, les étapes une par une. Première réaction, est-ce que dans un cabinet d'avocats, on peut ou faut-il mettre en place une cellule de crise si on ne sait pas faire, si on ne l'a jamais fait et si on n'a pas forcément des moyens considérables pour faire appel à un prestataire? Alors, on n'a pas une cellule de crise comme on peut l'entendre, mais sur ces cabinets de 5 à 10 personnes, immanquablement, les associés vont se réunir en cellule de crise. Oui. Ensuite, la continuité des activités. Comment, c'est une vraie question, ça peut durer une semaine, ça peut durer 2 semaines, les clients vont vous appeler. Comment se passent ces discussions sur la continuité des activités? Qu'est-ce qui doit guider les décisions? Alors, ce qui se passe, la problématique, c'est il y a 2 choses. Hein. Il
il y a la messagerie, c'est-à-dire est-ce que la messagerie est complètement bloquée et ne fonctionne plus. Donc, une des solutions est de remonter via un autre serveur de messagerie, une messagerie parallèle, hein, ce qui nécessite là pour le coup des experts en informatique, enfin du moins son prestataire informatique, et la gestion des dossiers, puisque aujourd'hui tout est dématérialisé et c'est d'évaluer comment peut être effectuée la continuité des activités et évaluer à la lumière des audiences auxquelles on doit participer, des réponses et des dossiers en cours qui sont, dans un cabinet comme le nôtre, tenus à jour tous les mois par les avocats, évaluer l'impact que le ransomware peut avoir sur la continuité des activités. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en tout cas, s'il y a des systèmes informatiques ou de messagerie qui fonctionnent encore et que vous avez des urgences et que vous voulez absolument avancer dans des dossiers, il faut quand même rester extrêmement vigilant parce que ces systèmes sont peut-être aussi, eux, potentiellement infectés, observés, et il va falloir au moins techniquement prendre beaucoup d'assurance avant de relancer les activités si urgente soit-elle. Oui. Parce qu'on peut à ce moment-là commencer à exposer encore des choses qui n'avaient pas été exposées jusqu'à maintenant, sous le coup de l'urgence. Exactement. La question de la sauvegarde de la preuve. Alors, comment ça se passe dans ce scénario-là? Alors, pour le coup, bon, on peut considérer que les avocats en général savent faire, ou à tout le moins ont un réseau qui leur permette de les aider. Donc là, le réflexe, la difficulté, c'est que on s'adresse à une organisation peu ou pas organisée et qui peut considérer avoir des bons réflexes, dire il nous faut un expert ou un huissier, comme le disait tout à l'heure Aurélien, mais ils vont être plutôt passifs véritablement dans cette sauvegarde de la preuve, même si c'est quelque chose auquel ils sont sensibles, à laquelle ils sont sensibles, puisque dans le métier d'avocat, d'une façon générale, on est sensibilisé à la sauvegarde de la preuve. Mais c'est comment faire pour sauvegarder une preuve informatique, ça peut être terrible pour un avocat qui n'en fait pas. Dans tous les cas, en cas de ransomware, j'imagine que vos recommandations seraient, même si on n'a pas énormément de moyens, on va dire, comme un énorme cabinet du top 10, il faut quand même tout de suite faire appel à un prestataire de services informatiques qui puisse essayer de débloquer les systèmes, qui puisse essayer de récupérer ce qui est récupérable, n'est-ce pas? Oui, alors, deux choses l'une. Soit nous, on a les conseils d'un cabinet d'avocats, évidemment, on sait faire. Hein, on a déjà eu, d'ailleurs, l'occasion pour un cabinet de province qui avait des difficultés de l'aider. De lui-même, le cabinet, voilà, il sera, pour le coup, dépassé quelque part par l'épreuve et comme souvent, va céder à la panique. Hein. C'est à peu près sûr. Ah. Mais nous, voilà, toujours. on leur donnera les conseils adéquats s'ils nous appellent. Ouais, si ça vous arrive, ce qu'on ne souhaite à aucun avocat présent ici, on vous invite quand même à prendre contact rapidement avec des experts informatiques dans la limite de vos capacités. Juste une précision, vous parliez du manque de moyens que peuvent avoir certaines structures. Nous, on voit certains clients qui pensent que porter plainte serait la panacée, que les autorités publiques vont mettre les moyens pour enquêter, pour relever les preuves, etc. Ce qui est en fait très très rarement le cas, sauf si vous êtes un OSE, un OIV, vous avez une activité un peu sensible et que l'incident a été important.
Mais la plupart du temps, voilà, vous êtes seul, c'est à vous de vous débrouiller, porter plainte, on ne veut pas vous aider. Et voilà, c'est une idée un peu reçue qu'on essaie de combattre. Donc voilà, l'ANSSI, même s'ils sont extrêmement efficaces dans ce qu'ils font, on ne peut pas faire croire aux gens qui nous écoutent que le petit cabinet ou le particulier lambda qui les appelle va avoir débarqué chez lui une SWAT team d'intervention cyber qui va les aider à tout débloquer et qui enquêtera pendant 6 mois, jour et nuit, pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, oui, pour accélérer un peu le sujet, je suis désolé, j'ai une urgence absolue qui vient de tomber, et donc j'ai un client qui n'arrête pas de me harceler avec toutes les messageries possibles, SMS, WhatsApp, et j'en passe et des milliards. Donc, moi, je propose qu'on accélère, et puis pour le... On va tenir les délais. La communication, on en a parlé, c'est important oui, de mais c'est vérifier important. Oui, alors je veux insister là-dessus. Très bien. Le réflexe, c'est de rester silencieux, et moins on en dit, mieux on se porte. Hein. Ça, c'est le réflexe. Bon. Et notre démarche, c'est de faire tout le contraire, qui est de dire, nous allons tout dire, tout à tout le monde. Et face à cette opposition de comportement, on va trouver un chemin médian, c'est-à-dire l'idée, c'est d'obliger nos clients, et donc à ce cabinet d'avocats, à réfléchir sur les conséquences de ne rien dire, sa stratégie, et les conséquences de notre stratégie, qui est de tout dire à tout le monde. Voilà. Et face à ça, on va dresser des priorités, d'accord. Il y a une fuite de données personnelles, sujets, les personnes intéressées. Donc, faut-il les informer, pas les informer? Si le réflexe est de dire non, parce qu'ils vont paniquer, on va leur dire attention, la réglementation vous y oblige. Faut-il notifier ou pas l'autorité de contrôle? Le cabinet va dire bah, non, c'est un petit sujet, un petit dossier, enfin, on n'a pas beaucoup de clients. Et nous, sur la base des critères de la loi de 78, on va dire, bah, là, on va faire un arbitrage. Et donc, la démarche, elle est comme ça. Les autorités de contrôle ou les administrations, les clients, les collaborateurs, et donc, on va gérer entre je ne dis rien et je cache tout, et je dis tout à tout le monde. Alors, j'avance un peu sur mes trucs, mais voilà, ça, je l'avais mis. Prévenir les clients, on a un petit peu parlé, mais surtout, c'était les questions de la conformité RGPD. Et en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est les notifications. Ce qui est important, c'est qu'il faut que vous sachiez un petit peu maintenant, en tant que cabinet, selon les données que vous manipulez, qui peuvent être des données sensibles au sens du règlement, ce qui peut être peut-être des données qui sont protégées, qui seraient des données confidentielles, secret défense. On va pas partir dans ce détail-là, mais sachez que vous avez des données qui peuvent avoir des législations qui vous obligent, en cas de fuite, à notifier certaines personnes. Et là, on pourra faire un arbitrage, faut-il communiquer ou non au public si la législation ne nous oblige pas à le faire. Mais il y a des cas où, en fait, vous n'aurez pas le choix. Dans une certaine mesure, vous devrez communiquer au public, ou tout du moins, vous devrez communiquer aux autorités. Dans le cadre du RGPD, on va dire, voilà, 72 heures pour communiquer dans un premier temps aux autorités et par la suite voir avec eux si il est nécessaire ou non selon le degré de la crise, de prévenir individuellement chacune des personnes concernées. Et prévenir ses clients, là, c'est quelque chose qui est aussi assez sensible. Si on n'est pas obligé de le faire, est-ce qu'on souhaite le faire pour prévenir sa réputation? Est-ce qu'au contraire, on prend un énorme dommage réputationnel si on dit qu'on a été attaqué? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Est-ce que la confiance, il vaut mieux être clair pour la maintenir? Ou est-ce que… Comment vous réfléchissez à cette question-là? La stratégie, c'est de dire tout à tout le monde. Voilà. Donc, alors, dans la limite de nos règles professionnelles, évidemment, hein, il y a la confidentialité. Donc, face à ça, effectivement, il faut faire un certain nombre d'arbitrages. Et dire tout à tout le monde, ça ne veut pas dire tout de suite et n'importe quoi. Voilà. Et donc, la démarche, c'est
comme on part du principe que ça se sait toujours, je rappelle, hein, on gère des collaborateurs qui sont amis avec d'autres collaborateurs dans d'autres cabinets, et donc tout se fait à un moment ou à un autre. Donc l'idée, c'est de ne pas cacher, sauf si on va considérer que l'incident est complètement mineur. Hein, si la boîte mail d'un collaborateur a disparu, on ne va peut-être pas se rentrer dans une communication globale. Vous voyez, c'est une règle de proportion. Hein. Mais un cabinet complètement arrêté dans sa production, on va dire, digitale, hein, informatique, voilà, ne va pas pouvoir répondre à ses clients, ne va pas pouvoir produire. Et donc, il faut qu'on puisse l'expliquer au bon moment et la bonne information. Et je pense que ça a l'effet inverse de celui qu'on présume. C'est qu'on va créer un lien plus fort de confiance avec le client. Ça, l'idée étant que essayer de cacher des choses qui finissent par sortir, ça peut avoir des conséquences bien pires sur la réputation, et en plus, ça peut avoir des conséquences juridiques. Voilà, François-Pierre, on peut te laisser partir si tu veux, oui, si c'est vraiment urgent. On va partir, oui, évidemment. On va pouvoir continuer de parler un petit peu, Aurélien, si tu le veux bien, avec toi, de porter plainte, parce qu'il y a des questions intéressantes là derrière, sans trop s'étendre non plus, parce qu'on arrive sur la fin de l'horaire prévu, mais encore 5 minutes avec Aurélien pour terminer. Mais François-Pierre, on va te remercier énormément pour ta participation. Avec un grand plaisir. Et voilà, une prochaine fois sur le sujet. Salut. Au revoir. Voilà, on a un petit peu accéléré sur certains aspects, mais Aurélien, j'aimerais bien revenir un tout petit peu avec toi sur le fait de porter plainte, parce que on l'a dit, prévenir les autorités au-delà de nos obligations légales en la matière. Prévenir les autorités, ça n'aura pas forcément l'impact opérationnel dont on pourrait rêver ou qu'on aurait un petit peu imaginé. Mais par contre, porter plainte, est-ce que c'est utile? Pourquoi? Alors, en termes d'efficacité, si on n'est pas dans un incident international qui compte des millions, là, évidemment, ce sera efficace. Mais pour la plupart des plaintes, la plupart des incidents qui sont en dessous de plusieurs centaines, voire que pour quelques dizaines de milliers d'euros, voilà, le parquet, s'il poursuit, très vite classé, faute d'avoir identifié de fraudeur. Donc c'est pas forcément efficace. Faut pas en attendre beaucoup. C'est pour ça qu'il faut se préparer à se débrouiller soi-même avec ses prestataires, avec ses propres conseils. Pour autant, on conseille quand même de le faire. On conseille quand même de le faire parce que si on ne le fait pas, c'est un argument un peu facile. Et, voilà, que je trouve un peu bête, mais la partie adverse va dire, mais regardez, ils n'ont même pas porté plainte, c'est-à-dire ils se sont complètement désintéressés de cet incident, voire ils ont été négligents, ils ont permis par leur faille de sécurité à l'incident d'arriver. Donc c'est pour ça que nous on considère toujours de porter plainte, ça va vite, voilà, ça coûte rien. Alors le mieux évidemment, c'est de joindre à la plainte tous les livrables qu'on aura pu déterminer en amont dans le processus de gestion de crise, pour justement donner un peu envie au parquet et aux enquêteurs juste de se bouger et d'enquêter. Faut leur mâcher un peu le travail. Et là, oui, il peut y avoir pas forcément des résultats, mais en tout cas, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a un intérêt des autorités. Donc voilà, la plainte, c'est nécessaire, mais il faut pas non plus en attendre. Il ne faut pas en attendre des miracles, mais voilà, c'est vrai que porter plainte, si vous avez beaucoup d'éléments, peut permettre éventuellement de reconnaître des enquêteurs qui trouveraient des schémas, en fait, et qui se rendraient compte que c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'endroits en même temps. Et c'est vrai que s'il y a des schémas qui sont identifiés, ça peut débloquer des moyens d'enquête. Au-delà de ça, il y a un intérêt qui est juste, ça coûte rien non plus, c'est que en portant plainte, vous participez aussi aux statistiques. Il y a énormément de choses qui sont encore cachées dans ce domaine-là, et plus les statistiques sont proches de la réalité, plus des moyens seront aussi par la suite mis à disposition pour lutter contre des phénomènes comme celui-ci qui sont en constante augmentation. Et par contre, portez plainte surtout si vous avez une police d'assurance, parce que votre police d'assurance, ça peut être une condition sine qua non pour
pour vous faire indemniser. Donc sinistre aussi. Voilà. S'il y a un sinistre aussi, bien sûr. Donc, ça coûte rien. C'est pas très compliqué, surtout pour des juristes comme vous, si l'incident arrive chez vous. Mais c'est vrai que y a pas vraiment de raison de pas le faire. On arrive plus ou moins aux horaires qu'on avait prévus et je veux pas non plus prendre du temps chez toutes les personnes qui ont soit encore une vie professionnelle après l'heure de fin, soit une vie personnelle sur laquelle on va pas empiéter. Mais si Aurélien le permet, on peut prendre encore quelques questions, quelques témoignages avec plaisir. Pas de souci. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste. On pourrait en parler longtemps, surtout quand on met à la croisée la gestion de crise et la cybercriminalité et la cybersécurité. Il y a un nombre de sujets potentiels qui est énorme. Donc, on pourrait discuter de beaucoup de choses. Là, l'idée, c'est surtout de vous faire prendre conscience que ça peut assez facilement arriver à n'importe qui. Les hackers, on va dire au sens très large du terme, vont pas forcément tous viser les plus grosses structures et ça peut arriver à un petit cabinet et les impacts peuvent être terribles. Ça peut être des impacts financiers, ça peut être des impacts sur votre réputation et ça peut potentiellement mettre à jour des choses qui sont protégées par votre secret professionnel, qui peuvent être très stratégiques pour vos clients, qui peuvent être, on peut l'imaginer selon votre spécialité, qui peuvent être très intimes. Et toutes ces choses-là vous obligent à prendre des mesures pour la protection de vos données. Et on ne saurait vous le conseiller assez. Et voilà, si malheureusement, si bien préparé que vous le soyez, un incident devait arriver, parce qu'on ne peut pas complètement l'empêcher, c'est pas possible. Voilà quelques modestes réflexes pour aborder les choses. Mais la grande leçon de tout ça, en fait, c'est que n'hésitez pas à vous préparer en amont. En fait, n'hésitez pas à réfléchir en amont, à cartographier où sont vos données, quelles sont vos données sensibles, qui a accès à ces données et de quelle manière. Mais commencez à imaginer si ça devait arriver, est-ce qu'on pourrait avoir un plan B pour pouvoir remédier un petit peu facilement? Est-ce qu'au minimum, on a des sauvegardes de nos données qui nous permettraient de pouvoir repartir sans trop de problèmes? C'est ces choses-là qu'on espère qu'on a pu un petit peu vous transmettre ce soir. Aurélien, tu souhaites ajouter quelque chose? Non, complètement en phase. Oui, nous, l'objectif, c'est le moment venu ne pas être démunis, savoir quoi faire, avoir déjà des lignes directrices de prête pour ne pas rajouter du stress au stress, avoir des interlocuteurs uniques, parce que dans l'entreprise, tout le monde va vouloir ramener son grain de sel parce que de bonne volonté, mais n'empêche que ça crée du bruit et comme les délais sont très contraints, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc voilà, prévenir et encadrer cela le plus en amont possible et ensuite l'appliquer une fois que l'incident est arrivé et ensuite encore après l'incident, après sa résolution, en tirer tout simplement les conséquences, changer d'hébergeur si vous avez été d'aucune aide, s'il n'y avait aucune garantie de temps d'intervention, aucune garantie de temps de résolution. Je parle même pas de pénalité parce que on est sur d'autres considérations. Mais il y a toute une série de leçons à retirer d'un incident et notamment revoir les conditions contractuelles avec ses assureurs et avec ses propres fournisseurs. Voilà, c'était la dernière slide que j'avais préparée l'après la crise. On est soulagé, mais c'est pas terminé. Donc voilà, en définitive, préparez-vous en amont. Il y a plein de choses assez simples en matière de cybersécurité, si vous le faites pas encore, sur la gestion des droits d'accès, sur le chiffrement, sur les mots de passe, sur le fait de vous sensibiliser et de sensibiliser vos équipes à ces questions. Il y a plein de ressources qui sont disponibles sur l'ANSSI et que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Essayez de vous y intéresser ou essayez de mettre quelqu'un de votre équipe sur ces sujets pour qu'elle puisse être sensibilisée et vous sensibiliser ensuite. Encore une fois, votre conformité RGPD, prenez pas ça
à la légère. Il y a des contrôles. Les contrôles, c'est souvent à la suite de signalements. Et en plus, vous avez des obligations là-dessus. Ne pas respecter ses obligations légales quand on est un cabinet d'avocats, ça peut être assez mal perçu par la clientèle. Et voilà, il faut tout faire pour protéger sa réputation. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Aurélien, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous, surtout un petit peu comme ça au dernier moment. C'était très agréable d'avoir une vision un peu plus technique et opérationnelle de ces choses-là pour notre cas pratique. Je voudrais remercier aussi chacun d'entre vous qui a suivi ce webinaire avec attention. Voilà, une pensée toute particulière pour les personnes que je connais et qui sont restées jusqu'au bout. Merci maman, au passage, ma maman qui est avocate, qui m'a donné le goût du droit. On refait un webinaire dans une quinzaine de jours en partenariat avec l'ACE qui traitera de l'efficacité relationnelle de l'avocat. On communiquera sans tarder là-dessus. Et on prépare actuellement, on fait de la formation, comme je vous le disais, on prépare actuellement une formation, une pour les juristes, une pour les avocats, sur justement la cybersécurité, pour découvrir un petit peu les grands textes, l'environnement juridique, comprendre un petit peu comment fonctionne la cybercriminalité. Ça aussi, on communiquera assez rapidement et on vous donnera une date de sortie, mais c'est un complément intéressant à cette formation, enfin à ce petit webinaire, qui sera d'ailleurs disponible en replay sur notre chaîne YouTube dans quelques heures ou dès demain. Voilà. Merci Aurélien. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire SideQuest.